Bonjour, bienvenue au Data Governance Forum à Innopolis pour un sujet hautement important, un sujet de société, un sujet qui nous a réunis il y a 2 ans déjà au Havre pour réfléchir à ce sujet hautement important de la gouvernance de la donnée. Mais pourquoi la gouvernance de la donnée? Eh bien parce qu'on a compris déjà il y a 2 ans que le numérique, rapidement, est devenu dans notre société ubiquitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, il est partout. Il est dans notre vie quotidienne. Il est dans notre pensée même. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça va très vite et que malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles, de codes qui entourent cette numérisation, digitalisation de notre société. Or, le numérique est à l'origine, je dirais, d'un vrai changement de société, aussi important que l'invention de l'écriture il y a 5000 années. Pourquoi? Parce qu'il a revu, il est à l'origine d'une refonte complète de notre système d'information. Le système d'information qui permet à un être humain de communiquer avec un être humain et de vivre en société. Et aujourd'hui, ce numérique, qui est ubiquitaire, est en train complètement de changer nos modèles de communication d'humain à humain et de vivre en société. Je donne des exemples. À la conséquence de l'écriture, de l'invention de l'écriture, qu'est-ce que c'est dans notre société? La démocratie, la religion, de l'écrit, le droit, les mathématiques, le commerce. Bref, on voit bien qu'en fait, toute notre société est en train de vivre un véritable reset du système d'information, et qui induit une véritable mutation civilisationnelle de notre société. Il est donc nécessaire de se poser, c'est ce qu'on s'est dit au Havre il y a 2 ans, et depuis on a travaillé. Il est donc nécessaire de se poser des bonnes questions, des questions autour de la gouvernance de la donnée et l'enjeu de souveraineté et de liberté. Je donne 2-3 exemples pour que vous compreniez cet enjeu. Il y a peu de temps, mon père est décédé à Paris. 1 an après, je reçois une taxe de la ville de Paris qui me dit « Votre appartement est inoccupé, voici 600 € de taxes. » Je me suis dit « Mais comment ils ont su ?» Eh bien, comme j'avais des bonnes relations, j'ai compris qu'en fait, l'entité responsable des compteurs d'eau avait vendu l'ensemble des données des Parisiens à la ville de Paris pour fliquer, entre guillemets, suivre, tracer quels étaient les logements qui n'étaient inoccupés, c'est-à-dire où il n'y avait pas eu une fois une consommation d'eau. Est-ce que cette société, on la veut? Parce que je vous donne un exemple, j'ai rien contre la taxation des logements inoccupés, mais c'est la manière. Et cette manière, est-ce qu'on la veut? En fait, on rentre dans une société où on est tracé à chaque instant de notre vie. Cependant, s'il n'y a pas de véritable gouvernance autour de cette traçabilité, on doit s'interroger car c'est notre liberté qui est en cause. Et je vous donne juste une réflexion que j'ai eue avant de passer la parole à mes collègues avec lesquels on a travaillé sur la réécriture des droits et responsabilités de l'humain à l'ère du numérique. Il y a peu de temps, j'étais dans Paris, et puis d'un seul coup, je traverse un peu en dehors des clous, et je me dis, mais demain, si ça se trouve, je vais être verbalisé. Parce qu'en fait, on a vu avec mon portable que j'étais en dehors des clous. Et puis, je me suis dit, mais là, j'ai acheté un cadeau pour ma femme, mais en fait, elle va le savoir, puis tout le monde va le savoir. Et puis, j'ai mangé ça dans tel restaurant, on va le savoir. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis tracé sur toute ma vie, sur tout ce que je fais. Pourquoi j'ai tiré de l'argent ici? Pour faire quoi?
Et là, je me dis, cette société, je ne la veux pas. C'est pas possible. Une société où tout ce que je fais, tout ce que je pense est tracé à l'instant présent, d'une manière perpétuelle, je n'ai plus aucune liberté de penser, aucune liberté d'agir. C'est George Orwell, 1984. Eh bien, cette société, je ne la veux pas. D'où, effectivement, cette réécriture des droits de l'homme qu'on a appelé les droits de l'humain à l'ère du numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 1789, des citoyens se sont dit la démocratie c'est bien, mais il est temps de poser effectivement les fondations d'une société équilibrée, une société où il y a des règles et où on respecte l'être humain. Cependant, à cette époque-ci, le numérique n'existait pas. On parle aujourd'hui de double digital d'une personne, d'un bâtiment, d'une ville, de ce qu'on voudra. Mais on voit bien qu'en fait, ce double digital agit directement, gouverne le physique, et non pas l'inverse. Donc si on n'a pas établi des règles pour piloter ce monde virtuel, eh bien, on perd tout à fait notre liberté. Donc, ce qui a été écrit en 1789, liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut encore le dire? Est-ce qu'on est sûr que, effectivement, toutes les conditions le sont? Et quand des grands de ce monde se prétendent respecter les droits de l'homme, est-ce qu'en fait, ils les respectent vraiment? Ou est-ce que leur société les respecte? Puisqu'en fait, on voit bien que les règles qui régissent le monde virtuel ne sont pas écrites. Et c'est le travail qu'on a fait. Et donc, j'ai le plaisir, à cet effet, de passer la parole à plusieurs personnalités qui vont se présenter rapidement et qui vont dire pourquoi on a tous travaillé sur ce sujet, cette réécriture des droits de l'homme, qu'on a appelé Déclaration des droits et responsabilités de l'humain à l'ère du numérique. Merci. Richard, Colin, à toi la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. C'est important ce qu'il vient de dire. On s'en rend compte. Alors d'où je vous parle? Moi, je suis délégué général d'un think tank qui s'appelle les Transitionneurs, qui travaille sur la question de la convergence et de l'accélération des transitions économiques, démocratiques, sociétales, énergétiques et numériques. On a des gros partenaires et on avance là-dessus. Moi, quand au Havre, on a commencé à bosser, il m'a paru une chose tout à fait importante et on s'est rendu compte, quelque chose que vous savez. C'est que finalement, les données, c'est nous. Elles sont consubstantielles de ce que nous sommes. Parce que c'est le sens, c'est l'intelligence, c'est finalement ce qui nous caractérise, ce qui nous embarque, ce qui nous fait vivre. Nous sommes finalement des données. Et malheureusement, ces données, on les donne, alors qu'on ferait mieux de les prêter. Et je pense que l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est qu'on doit considérer que nos données, on ne doit pas les donner. On doit en être maître, puisque c'est consubstantiel de ce que nous sommes. Et que dans cette logique importante de liberté, d'autonomie, et d'éviter l'érétonomie dans laquelle nous embarquons en ce moment, il est essentiel d'aller dans cette direction-là. Donc je vous invite à vivre des expériences comme celles que j'ai vécues. J'habite en province, en prenant la ligne 14, une caméra. J'ai pas d'abaya, mais je pourrais en avoir une. Et puis il y a la reconnaissance faciale, et puis ça va quelque part, etc. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai prêté ma donnée? Non, on me l'a prise. Est-ce que j'ai été volontaire là-dessus? Non, je ne suis pas volontaire. Donc je crois qu'en tant que citoyen, on a une nécessité à comprendre ce qui est en train de se passer et à être d'une vigilance et d'une clairvoyance absolue. Dans le court temps qui m'est donné, j'ai qu'une chose à dire, parce on pourrait développer des heures. La première chose, lisez ce qu'on a écrit. On y a passé du temps. Et c'est quand même fort. Et diffusez ce qu'on a écrit.
sur la question des droits de l'homme à l'heure du numérique. Et deuxième chose, j'ai envie de vous dire, votre vigilance, il faut le dire, il faut avancer, il faut changer nos modalités. On n'est pas dans un dispositif d'aller revendiquer de façon majeure, mais de faire de la pédagogie sur ces questions-là. Nous n'avons pas le droit de faire en sorte que nos données, finalement, soient prises, car c'est nous. Alors, on peut les prêter, on peut les louer. Il y a donc une logique de contrat qui s'impose. Et c'est pour ça que, je dirais, une juriste voisine va vous dire quelques mots. Merci, Richard. Alors, pour l'avocat que je suis, je dois compléter la vision qu'on donne ici et qui était rappelée par Emmanuel avec une vision du droit. Et au cœur des interrogations de notre Data Alliance, il y a est-ce que le citoyen a un contrôle effectif, réel, sur ses données personnelles ou non personnelles? C'est à cette interrogation que nous se sommes rattachés, mais au-delà d'une simple interrogation, surtout, à une volonté de recherche de solutions adéquates pour qu'ils puissent avoir un contrôle effectif sur ces données. Alors, contrôle, maîtrise, on en vient à parler de la propriété de la donnée et du paradoxe absolu, puisque le droit ne consacre aucune propriété sur la donnée. Avec un double paradoxe, que lorsque vous structurez la donnée, et vous avez une base de données, vous pouvez devenir propriétaire de la base de données. Donc, le droit de propriété n'est pas adapté, il a un petit peu fui la question. En fait, il faut parler, comme a dit Emmanuel, comme a dit Richard, de l'appropriation des données. Cette appropriation, vous le voyez bien, les GAFAM ont siphonné nos données, mais beaucoup plus proche de nous, les nouveaux modèles qui se mettent en place pour l'intelligence artificielle moissonnent nos données. Au milieu, vous avez les fabricants d'objets connectés. Eh bien, c'est la course au brevet, puisque si j'ai la technologie, si j'ai le dispositif, eh ben, j'ai la donnée qui est générée par l'appareil. Et au milieu, vous avez tous les applicatifs et toutes les personnes qui disent « j'ai collecté la donnée, donc elle est à moi ». Donc nous vivons l'appropriation de fait de la donnée. Et notre Data Alliance vise à renverser, à disrupter cette idée d'appropriation de fait, pour aller vers la notion de partage, la notion de droit d'usage, la notion des communs, penser différemment, avec une autre approche. Alors, il y a quelques briques qui ont été mises en place. Vous avez peut-être entendu du Data Act, qui va obliger déjà aux fabricants d'objets connectés à une certaine transparence sur quelles sont les données déjà qui sont générées, parce qu'on ne le sait pas. Et ensuite, donner aux citoyens un droit d'accès et un droit pour pouvoir réutiliser ces données. Voilà une première brique. Et ensuite, sur le plan des entreprises et du B2B, on va mettre en place des conventions de partage de la donnée, ce qu'on appelle des Data Sharing Agreements, qui sont censés faciliter la circulation de la donnée pour pouvoir créer cette économie de la donnée qui est si nécessaire. Mais en même temps, en appliquant, et c'est là où nous allons être extrêmement vigilants, en appliquant ce qu'on dit, des pratiques loyales, à savoir des conditions, un cadre contractuel qui est censé être loyal, juste, avec une rémunération juste. Là, nous serons des veilleurs et des gardiens sur ces pratiques loyales et justes. Et plus encore, je dirais, nous irons jusqu'à une labellisation de ces pratiques justes et loyales. Alors, propriété individuelle, la propriété peut être collective, nous pouvons entreprendre ensemble. Et là, un peu mettre en commun, il peut y avoir des communs, il peut aussi ne pas avoir un régime de propriété. Il faut réfléchir à toutes ces choses-là, et au milieu, dans les nuances,
vous avez l'open data, l'open source, data altruisme. C'est une réflexion que nous lançons ici. Et évidemment, nous adresserons le problème de la territorialité de la donnée, où elle est collectée, où elle est traitée, où elle est stockée, avec les questions de souveraineté qu'Emmanuel a indiqué, et évidemment la disparité de protection entre une juridiction et l'autre. Au final, nous tâcherons d'être des gardiens d'un équilibre. Équilibre entre propriété individuelle, propriété intellectuelle, propriété collective, entre commun, entre partage, entre entrepreneuriat, mais surtout pour les droits fondamentaux des citoyens. Je vous remercie. Merci. Bravo. Merci Kessie qui a introduit vraiment le droit dans cette DG Alliance. Donc moi je suis chercheuse, j'enseigne à Sciences Po et ailleurs, et je travaille notamment sur les nouvelles gouvernances à l'heure du numérique. Et mon fil rouge, c'est la liberté. Donc vous comprenez bien pourquoi j'ai rejoint Emmanuel sur tous ces sujets. Pour moi, je vais faire une overview un peu sur l'Europe. Pour moi, il faut gagner notre indépendance. L'Europe ne doit pas être sous tutelle et il faut faire un vrai choix de souveraineté avec un arsenal éventuel pour sanctionner les mauvaises pratiques, notamment des élus qui vont peut-être ne pas connaître. Moi, pour être élu aujourd'hui, il faut connaître à la fois la géopolitique et à la fois le cyberpouvoir. Alors c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça à Innopolis, mais je crois vraiment à la nécessité de mettre en place une acculturation à l'heure du numérique pour permettre une réflexion un peu globale sur les nouveaux enjeux. Donc Kessie, Emmanuel, Richard ont parlé à nouveau de ces problématiques d'alignement nécessaire sur la recherche, sur la politique, sur le droit, sur les nouvelles gouvernances et comment on va trouver ces nouveaux modèles qui vont être appropriés à ces nouveaux enjeux du numérique. Emmanuel parle souvent de cette transformation, de ce nouveau monde qui arrive. C'est ce nouveau monde qu'il faut tâcher de construire, de co-construire et réfléchir à des nouveaux modèles. C'est réfléchir aussi à l'enjeu des communs. On parle de communs à l'instar d'Elinor Ostrom qui a mis en place plein de principes et c'est ces communs à l'heure du numérique qui sont, à mon avis, des nouvelles manières de gouverner qui, à l'heure du numérique, ont un vrai sens. Et dernier point, je pense que la donnée, c'est un prolongement de soi et cette donnée doit être patrimonialisée pour donner aux citoyens cette voix à délibérer, qu'ils ne subissent plus ce qu'on a vu, on subit cette appropriation des données. Concrètement, il faut prendre en main notre destin et c'est à mon avis l'objectif ultime. Et un dernier point, je pense que le couple État-marché doit être un peu remis en cause par le fait de s'adjoindre la nécessaire approche d'un État partenaire et partenaire avec nous et avec vous. Bravo, merci Sabine. Bonjour, je m'appelle Mathieu Mercadou, je suis CEO d'une société qui s'appelle Magma et je suis là à titre d'entrepreneur et aussi de père de famille car je partage la vision de la DG Forest que nous sommes dans un changement civilisationnel et que la donnée en fait est en train de devenir le centre de toutes les relations économiques, sociales des individus, des entreprises et des États. Dans un cadre privé, nous produisons de la donnée de manière constante lorsque nous consommons, lorsque nous nous déplaçons, lorsque nous interagissons entre nous et ces données sont souvent vendues à des opérateurs plus ou moins scrupuleux qui bénéficient d'un point de vue économique donc de nos données. Donc c'est là un problème déjà important d'un point de vue privé et puis ensuite d'un point de vue économique, on parle de monnaie de banque centrale et ça va poser des problèmes éminemment importants au niveau des libertés fondamentales puisque on va éliminer l'intermédiaire qu'il y a entre l'individu et la production monétaire.
Aujourd'hui, vous avez une banque commerciale qui reçoit vos relevés bancaires et quand vous consommez, quand vous achetez des choses, eh bien, vous acceptez que la banque ait accès à vos relevés et à vos dépenses et à vos mouvements. Si on parle d'une monnaie de banque centrale, il faut bien comprendre que c'est cette banque centrale qui va directement avoir accès à vos dépenses. Et c'est un organe éminemment politique, et donc on peut imaginer les dérives que cela peut occasionner. Aujourd'hui, ce que je veux défendre moi à la DG Forest C, c'est un nouveau mode en fait de gouvernance de la donnée et aussi surtout d'organisation de la donnée. On vit dans un monde qui est très centralisé. On a laissé se développer ces plateformes qui donc centralisent la donnée et qui ont un pouvoir sur les données de censure qui aussi produisent un risque de sécurité puisqu'elles peuvent être hackées. On appelle ça un single point of failure, c'est-à-dire que les données sont à un seul endroit. Et donc ça peut poser d'énormes problèmes. Donc il y a des nouvelles méthodes de gestion des données qui sont apparues avec le blockchain et ce sont des modes qu'on dit distribués ou décentralisés. Alors la décentralisation, c'est un peu le thème moi que je veux défendre à la DG Forest C. Pour vous expliquer, je vais vous donner un exemple que vous comprendrez facilement. C'est le fondateur d'Ethereum, hein, la deuxième plus grande blockchain au monde. Comment est-ce qu'il a eu l'idée de créer Ethereum? Eh bien, c'était un gamer, il jouait beaucoup aux jeux vidéo et il jouait à World of Warcraft. Donc c'est un jeu vidéo sur lequel il a joué pendant des mois, voire des années. Il était arrivé à la fin du jeu vidéo et vous savez, dans les jeux vidéo, vous pouvez acheter des armures, vous pouvez acheter des armes et qui vous procurent certains pouvoirs. Eh bien, arrivé à la fin du jeu, pour caricaturer, il a acheté une armure, il va se coucher et le lendemain, quand il se réveille, l'éditeur du jeu vidéo avait éliminé les pouvoirs de son armure. Et là, il s'est dit, mais attendez, mais c'est pas possible, on peut pas vivre dans un monde où on a fait un travail qui est entre les mains d'un éditeur qui peut changer les règles du jour au lendemain. Et en plus de ça, ma donnée peut être perdue puisqu'elle est située que dans ses serveurs. Donc il a réfléchi, il a pensé au blockchain. Le blockchain existait déjà avec le Bitcoin, qui est une manière décentralisée d'émettre de la monnaie. Et donc il s'est dit, on va créer Ethereum. Et il a donc créé cette plateforme décentralisée où la donnée, elle est distribuée dans des centaines, voire des milliers d'ordinateurs, la même donnée, et on y rajoute une couche d'encryption, de cryptage, qui fait que on ne peut évidemment pas avoir accès à cette donnée si on veut la regarder et qu'on n'est pas autorisé à la regarder. Donc je pense que cette méthode de décentralisation peut être appliquée avec les nouveaux outils du Web3, qui sont les wallets, les systèmes de reward, de récompense contre de la donnée. On est dans un monde extrêmement complexe où effectivement on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est face à des défis tels qu'il faut partager la donnée. Et pour partager la donnée, il faut qu'il y ait une contrepartie. Effectivement, et c'est bien le but de la DG Forest C, c'est de savoir pourquoi je vais donner ma donnée, à quelles conditions, et donc d'utiliser les outils technologiques du Web3 et de la décentralisation pour permettre aux citoyens, aux entreprises de partager des données critiques tout en conservant leurs avantages compétitifs, leurs droits de propriété et leurs libertés fondamentales. Voilà. Merci Mathieu, tu nous ouvres des portes. Ça marche, oui. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Olivier, je suis le président de la société OpenCaps qui, pour le maître d'ouvrage dans le monde de l'immobilier, s'occupe de gouvernance des données. C'est pour ça qu'on a rejoint la DG Forest C, parce qu'on adhère complètement à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la gouvernance des données, et surtout en se posant la question qui a été déjà bien abordée jusqu'à présent, c'est de dire est-ce que les données sont une simple ressource ou est-ce que finalement les données sont une extension de nous-mêmes? Bien évidemment, nous sommes convaincus que la donnée, c'est une extension de nous-mêmes. Grâce à nos sens, on interagit avec le monde. La télévision, les premières évolutions technologiques nous ont permis de voir plus loin avec la télévision, des choses qu'on n'aurait pas vues à une échelle locale, d'entendre plus des choses qui sont loin par la radio. Et on a passé une étape avec Internet, c'est que cette fois-ci, on peut agir plus loin. Agir plus loin, on l'a vu dans cette période du Covid. Si on n'avait pas eu ces outils numériques, on aurait été bien ennuyé. Il y a quand même une économie qui a pu continuer. On a pu continuer, en tout cas pour beaucoup, travailler, apprendre et aller à l'école parce qu'il y avait ces moyens-là. Donc, il faut prendre en compte que ces moyens technologiques
ne sont pas qu'une menace. Là, quand on pourrait penser, quand on entend les méchants qui vont chercher les données, etc., que finalement il faudrait supprimer. Non, pas du tout. C'est une avancée extraordinaire que la dématérialisation des choses. Ça nous permet de mutualiser les ressources et effectivement, il faut le voir comme positif. À une condition, c'est que cette extension de nos sens, effectivement, ait un caractère inaliénable. La fameuse j'arrive jamais à le dire, consubstantialité dont parlait Richard tout à l'heure. C'est-à-dire, en gros, c'est indissociable, c'est nous-mêmes, nos données, c'est nous-mêmes. À partir du moment où on manipule des données, c'est comme nous manipuler nous-mêmes. Le présenter comme ça, évidemment, change la donne. Et donc, à partir du moment où je peux donner un consentement, parce que j'ai un premier service en retour, me faire les géolocaliser pour trouver un restaurant, c'est bien pratique. Et c'est une forme de rémunération. Mais quand cette rémunération, effectivement, et l'exploitation, c'est-à-dire la transformation en valeur monétaire ou économique de ma donnée est complètement disproportionnée par rapport au retour que j'en ai eu, là on a le droit, effectivement, de dire non, je devrais avoir le bouton révoquer, sauf avoir choisi de mettre ça dans le domaine public ou dans des communs numériques, effectivement, où là c'est différent puisqu'on a fait ce choix-là, et ceux qui l'exploiteraient devraient respecter effectivement les accords. Et donc cet accord, effectivement, il n'est pas véritablement aussi clair que ça quand on donne notre consentement. Et le message que je voulais passer aujourd'hui, comme d'ailleurs tous les membres de la DG Foresti, c'est que d'une part, il faut pas dire c'est perdu, c'est-à-dire on peut tous, à une échelle individuelle, influencer pour cette reconnaissance des données. C'est la subsidiarité, c'est le deuxième terme aujourd'hui qu'on peut, c'est-à-dire que finalement, petit pas par petit pas, chacun au travail, en tant que citoyen, en tant que père de famille, comme disait tout à l'heure Mathieu, on peut influencer petit à petit, et la DG Foresti a mis en place une charte de 10 engagements, et c'est ce que je vous invite, vous, professionnels ou citoyens, à propager partout, parce que c'est cette imposition de cette charte qui, petit à petit, va faire son chemin et nous permettre d'avoir la juste contrepartie, de quelque part garder un droit d'auteur sur nos données. Et il est très très important que soit reconnu ce caractère inaliénable de nos données par rapport à l'usage que peut en faire une entreprise commerciale. Voilà, je tenais simplement à vous dire ça. Alors, un dernier témoignage pour la route avant de redonner la parole à Emmanuel et puis un temps d'échange avec vous. Alors moi, je suis ici en tant qu'entrepreneur blockchain aujourd'hui et en tant que banquière défroquée. Et en tant que défroquée du système, ce qui m'anime ici, c'est vraiment ce reset for smarter citizen. C'est dans notre titre et c'est pas pour rien. C'est l'humain au centre, et tous nos amis de la Fabrique du Futur ici le savent bien. C'est l'humain auquel on donne des clés de compréhension et d'action. C'est ça le for smarter citizen. C'est l'humain qui maîtrise ses données et pas la solution numérique qui exploite la donnée. Alors pourquoi cette nuance, elle est importante? Parce qu'après tout, vous pourriez me dire, mais le progrès humain, c'est une évidence dans le berceau des droits de l'homme et du contrat social. Eh bien non, pas du tout. Le fait de bâtir une société numérique pour un humain éclairé n'est pas du tout au cœur de notre contrat social, mes amis. Tout simplement parce que la préservation du progrès humain, ce n'est pas son objectif. Et c'est bien pour ça qu'on en a fait une relecture. Comprenons bien que ce contrat social et économique qui a été pensé à une époque du XVIIIe siècle avant la science-fiction n'avait pas besoin de s'interroger sur l'essence de l'humanité par rapport à la machine. Comment en effet, au XVIIIe siècle, emprunter leurs vêtements et leurs chaussures un instant? Pourriez-vous vous dire qu'un modèle de langage dit d'intelligence artificielle puisse un jour de lui-même générer un programme capable de trouver votre numéro de téléphone, de vous appeler, d'enregistrer votre voix, de trouver votre banque, de l'appeler pour réinitialiser votre mot de passe, puis de liquider votre compte, ou de vous liquider s'il est connecté aux armes autonomes? Parler aux militaires, on y est. Alors à cette époque, au 18e, on est à des années-lumière, et ça c'est un jeu de mots, de penser ce possible. À cette époque, c'est quoi l'important? L'important, c'est la conquête des territoires
et le pilotage des peuples. Ça me rappelle quelque chose aujourd'hui. Et ça, à l'époque, c'est vrai, c'est déjà un gros progrès, puisque nous passons d'une gouvernance par les dieux et le pouvoir du sang, je caricature à peine, à une gouvernance par les institutions représentatives, politiques et monétaires, en principe. Mais cela reste une gouvernance par les structures. Et si on garde ce mindset, soyons bien sûrs que c'est idéal pour les systèmes machines et les machines à gouverner. Donc, si on ne change pas notre façon de penser le contrat social, s'il n'y a pas cette réécriture, les programmes numériques sont déjà, et ils seront de façon systématique, au service de la conquête des pouvoirs et du pilotage des peuples. Mais à quel prix pour l'humanité? On commence vraiment à le sentir et à le mesurer. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de mettre nos problèmes actuels sur le dos des États, et on le fait beaucoup, de la finance, des banquiers, des élites, des journalistes, des GAFA, mais franchement, c'est vrai que c'est tentant. Mais soyons quand même bien conscients que nous tous, chacun, on se soumet à un contrat social et économique obsolète qui ne place pas la préservation de l'humanité au centre. C'est simple, c'est basique. C'est donc pourquoi on a commencé il y a 2 ans, on vous l'a dit, cette relecture des droits de l'homme de 1789 avec les yeux du XXIe siècle. C'est vraiment ce qu'on a fait. Et c'est pourquoi la charte des données, dont on aura l'occasion de vous reparler aussi, et toutes les solutions numériques à travers lesquelles nous travaillons dans tous nos différents projets très opérationnels, elles sont mises au service, mais au premier degré, vraiment au service d'un humain éclairé et non au service de la construction de la machine à gouverner parfaite. En fait, c'est un parti pris assumé. Et ça modifie totalement la façon de penser, de programmer les infrastructures numériques et de construire nos projets. On pourra aller dans le détail avec vous. Et c'est un virage vraiment à 180, on le dit souvent. Donc pour nous, le numérique d'un futur humain, et c'est important, ce n'est pas le numérique d'un futur transhumain. Faisons vraiment attention à cela. Et donc ce futur humain, il est possible. Nous sommes au travail et nous souhaitons avancer ensemble avec vous. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était émouvant et intense. Je rappelle de cette réécriture des droits et responsabilités de l'être humain à l'heure du numérique, les 3 principes fondamentaux qu'on a écrits. Principe de consubstantialité de l'humain et de la donnée, le principe de subjectivité dans le processus de décision. Je vais juste ajouter, là ça concerne entre autres les algorithmes. On souhaite une transparence des algorithmes et connaître l'intentionnalité des algorithmes. Et le principe de subsidiarité de la gouvernance des données, Emmanuel en a parlé, c'est effectivement, et Stéphanie aussi, c'est en fait un changement à 180 degrés du processus décisionnaire du numérique tel qu'il l'est aujourd'hui. Et tu as dévoilé effectivement, parce on n'est pas là uniquement pour éclairer ou, comme tu le dis, c'est Richard, c'est interpeller. Hein, on veut interpeller, mais on veut aussi agir. Et donc on s'est dit, tout collégialement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à tous les acteurs, en fait, à l'humanité, pour qu'ils soient sûrs que, en fait, leurs données soient bien utilisées. Et s'assurer aussi que quand leurs données sont utilisées, il y ait une réversibilité. Eh bien, une charte de confiance. Donc cette charte de confiance, elle n'est pas gravée dans le marbre, comme l'écriture. C'est juste un début. Mais je vous la dévoile ici. C'est les 10 engagements qu'on présente ici en avant-première. Data for you, you, et data for you, usage. Parce qu'on rentre, comme l'a dit Stéphanie, ou comme l'a dit Casey, on rentre aussi dans l'ère de l'usage, dans la société de l'usage, qui vient compléter la société de la propriété. On ne les oppose pas. Avec 10 points, 10 engagements que je ne vais pas commenter ici, mais que vous trouverez bien explicités sur notre stand et bien sûr sur notre site internet. Mais il reste encore un petit peu de temps et ce que je vous propose, c'est la parole. Parce qu'on est là pour discuter avec vous, échanger avec vous. Je suis sûr que vous avez des questions. Ah, Jérôme. Alors, en vous écoutant, vous évoquez le fait qu'on soit arnaqué quelque part dans l'usage de nos données parce que c'est notre propriété, ou alors que nous mettons en risque une certaine moralité que vous décrivez par rapport au bien qu'elle a donné. Moi, ce que j'ai entendu quand ce genre de sujets sont venus depuis plusieurs années, c'est certaines entreprises américaines qui disaient
Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, quel est votre problème, monsieur? Donc je vous pose la question. En dehors des aspects moraux et intellectuels que vous évoquez, pourquoi se pencher sur ce problème? Mais déjà, c'est une question. Merci. Qui va être le censeur de savoir si c'est un problème ou pas? Qui va décider? On voit notamment dans ces plateformes propriétaires, on voit dans le Data Act et dans le DMA surtout, on voit ces problématiques de censeur des contenus, par exemple, des plateformes. Et la réflexion que j'ai, puisque mon fil rouge c'est la liberté, c'est qui va dire, qui va juger nos contenus, qui va être le censeur de ces contenus qui sont souvent dans les réseaux sociaux, des contenus politiques, des contenus. Donc voilà, qui est en train de modeler la société et je pense que notre association et notre think tank et do tank, puisque encore une fois, on veut passer vraiment à l'opérationnel, a vocation justement à réfléchir sur ces questions-là aussi philosophiquement. Bon, moi j'ai envie de dire une chose, là ce que vous dites c'est vrai, c'est l'argument qui est en permanence utilisé par ceux qui ont compris que avec les données ils vont gagner du pognon, ou d'autres avec les données ils vont garder le pouvoir. Et on dit, un ministre de l'Intérieur dit mais attendez, pour les Jeux Olympiques on va mettre la reconnaissance faciale. Mais si vous n'avez rien à approcher, pourquoi finalement vous vous opposez à ça? Bullshit! Dans cette affaire, l'enjeu c'est la liberté. L'enjeu c'est que, moi encore une fois, on est dans une démocratie qui par moment peut être une démocrature, mais le jour où ça sera une dictature, et le fascisme est par moment dans notre pays, il peut ne pas être loin, quand ces outils sont en place, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Hein, et regardons encore une fois, si on met en place des infrastructures, des modes de pensée, et finalement la diffusion de ce type de slogan, mais si vous n'avez rien à vous reprocher, on peut tout faire. Non, d'abord, si mon interlocuteur, il me dit ça et qu'il gagne du pognon, je dis ok, alors on partage le pognon. Et on s'organise. Et si l'autre, qui est l'organisme de contrôle, dit je veux te contrôler, à ce moment-là je dis je sors du bal. Donc nous cherchons une voie intermédiaire, essentielle, pratique, où ce genre de slogan doit être anéanti. Moi, je voulais juste rajouter, on n'a rien à se reprocher. Notre sujet, c'est l'homme éclairé. À l'ère d'une surcapacité informationnelle, nous ne sommes plus éclairés. Pour pouvoir être éclairé, il faut justement venir ensemble et avoir un projet. Ce n'est pas aussi simple dans l'ère numérique. On ne peut pas exactement dire on fait concurrence avec une machine. C'est assez clair. Donc à partir de là, l'homme éclairé d'hier et l'homme des Lumières n'est pas du tout le même homme éclairé aujourd'hui. Exemple, on a beaucoup parlé RGPD. Tout le monde ici dit on est super protégé, nos données personnelles, c'est bon, il faut avoir un registre de traitement, etc., etc. Mais on n'est plus là. On est en train de faire du recoupage de données industrielles qui permettent parfaitement une identité de la personne. Est-ce que l'homme éclairé le sait? Non. On ne sait même pas du tout quelles sont les données qu'ils ont générées et on ne sait même pas quel est le traitement qui est fait. Donc c'est là le travail de Data Alliance aussi, c'est d'éclairer. Merci. Les données, c'est comme en amour, c'est l'intention qui compte. Et cette question, en fait, c'est quel est l'objectif et quelle est l'intention. En fait, je reviens au contrat social. Encore une fois, aujourd'hui, de façon implicite, l'intention, c'est reste conquérir des peuples, si ça a encore un sens, et maîtriser les populations. De ce point de vue-là, celui qui dit, effectivement, on s'en fout les données, on maîtrise, on contrôle, etc., il a complètement raison, c'est plus efficace. Ou Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Parce que l'intention implicite reste la conquête et la maîtrise des populations. Si on change l'intention et qu'on la met dans le progrès humain, c'est pas explicite dans le contrat social, ou même dans 1789, il faut le relire. Et donc, si on change l'intention, on va changer tout le système. Et moi, quand on me pose cette question, en fait, j'ai pas vraiment d'avis. Si je me mets dans leur tête, mais c'est beaucoup plus efficace. Pour conquérir, pour être dans une logique impérialiste, c'est super clair. Voilà. Si la logique c'est l'humain, c'est pour ça qu'il faut interroger ça. Et moi, je serais plus de dire, mon kiff, c'est plutôt l'humain éclairé.
Mais si on est 99% estimé qu'on en a rien à faire et que c'est s'entretuer et make as much profit as possible, fine. C'est cet implicite qui est pénible. Et ceux qui posent cette question-là, là où je suis gênée, c'est que c'est quoi leur intention, en fait. Je sais même pas s'ils la conscientisent, hein, d'ailleurs. Mais encore une Merci fois, Stéphanie. Je vais donner la parole à Henri Perret. Bonjour et bravo pour la présentation. Moi, j'ai un petit souci quand même, c'est qu'en fait, nous, individus, on génère effectivement des données, mais en réalité, elles ne peuvent pas uniquement que nous appartenir et sur lequel on peut avoir... Plus proche. En fait, vous avez parlé principalement des communs, mais pour pouvoir établir les communs, il faut qu'un certain nombre d'organismes, notamment étatiques, puissent utiliser ces données indépendamment de votre volonté. D'accord ? Sinon, on n'arrivera pas à définir un certain nombre de communs. Là, ça revient à ce que tu dis, Stéphanie, qui est « Ah oui, mais attention, il y a quelle intention derrière ce gouvernement pour pouvoir utiliser la donnée pour en faire un service qui nous soit utile à nous individuellement et collectivement ?» Il faut comprendre qu'en fait, on est aujourd'hui à avoir une révolution des collectifs. Les collectifs qui nous ont rassemblés pendant des centaines d'années sont en train de muter. La famille, avec les familles recomposées, un certain nombre de choses comme ça, ou même des familles choisies, est en train de muter. Ce n'est plus la famille de sang comme on l'a eu pendant un certain temps. C'est un des cercles sur lequel on va pouvoir appliquer, alors un mot que je vais utiliser, mais qui est je vais détourner le mot, c'est la notion de souveraineté. On vous rebassine tout le temps en vous disant il faut que l'on garde la souveraineté. Et donc on va garder la souveraineté individuelle des données. Ouais, mais la souveraineté, elle s'applique à un cercle du pays. D'accord ? Mais imaginons maintenant qu'on utilise la souveraineté pour avoir le cercle de la famille. C'est qui le souverain de la famille ? Pendant très longtemps, c'était le papa, le père, et le père était le maître de ce cercle-là. Eh bien, quand les cercles famille, le cercle région, le cercle pays est en train de changer, beaucoup de nos enfants ne seront pas capables de se battre pour défendre la frontière du pays. Eh bien, et puis on va maintenant vers d'autres cercles qui sont le continent, et puis surtout un cercle que l'on a pris en compte très fortement sur le Covid, qui a été la Terre. C'est un nouveau cercle. C'est un cercle sur lequel, en fait, on va devoir partager de la donnée, indépendamment de votre volonté, si on veut arriver à résoudre les problèmes de la Terre. Merci Henri. Alors juste quand vous prenez la parole longuement, il faut venir ici parce que sinon on vous voit pas. Je suis complètement d'accord. Et par contre, ces sujets-là, je vous invite à suivre toutes les conférences qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain. Mais cet après-midi, notamment, on va parler de IA, blockchain, refonte des territoires. Mais en fait, on va au-delà de la refonte des territoires. C'est poser la question de la gouvernance de notre société et des organisations qui vont effectivement gouverner notre société. On est effectivement à l'aube d'une vraie mutation de société, et c'est pas effectivement en calquant notre système organisationnel qu'on va effectivement répondre à ces problématiques. Bien entendu, tous ces cercles sont effectivement très importants, et c'est ça aussi la force du digital, c'est qu'en fait on va avoir une gouvernance à échelle variable, avec des cercles variables suivant le taux de criticité ou le taux ou le niveau que sais-je, d'émotion ou que sais-je, relationnel. Et c'est ça la force. Donc en fait, on voit qu'on peut pas effectivement caler une organisation telle qu'elle est, qui est figée, avec un monde qui effectivement est des interactions qui sont variables. Mais merci, c'était très clair cette remarque, et ça va justement introduire le débat sur l'ensemble des conférences qui viennent, puisqu'on va parler aujourd'hui, juste après, de numérisation des bâtiments, des territoires, ensuite les nouveaux métiers, et donc là on va commencer à parler des tiers de confiance, ensuite on va parler des communs numériques, on va parler de l'IA, de la blockchain, de refonte des territoires, de démocratie à l'ère du numérique, et d'autres conférences. De modèles économiques. De modèles économiques, puisque effectivement les modèles économiques sont en train de changer. Mais effectivement, on n'est pas là non plus pour affirmer des choses, on est là pour s'interroger ensemble, poser des questions, trouver des ébauches de réponses ou des pistes de réflexion. C'est l'objet de ces 2 journées. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou des remarques?
Richard, tu veux nous apporter une petite remarque? Tu parlais de changement d'architecture. Non, c'est la spécialiste d'architecture et de changement, c'est Stéphanie, hein, c'est ton dada, mais c'est notre dada à tous. Hein. Donc, ce que j'ai envie de dire par rapport à leur remarque quand même, je pense qu'il faut être vigilant effectivement sur cette question de collectif, c'est l'essentiel. Parce que dans un moment d'interrogation, de changement et de précarité perçu par tous, c'est parce que le collectif vit ensemble, hein, donc c'est la réponse, c'est la proximité. Je pense qu'il faut quand même se dire que aujourd'hui, et c'est tout le défi qu'on essaye de faire ensemble, et avec vous, rejoignez-nous, on est au début finalement, on essaye à Innopolis d'être l'incubateur de cette transformation, de cette bifurcation nécessaire. On pensait dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est quoi? C'est l'impact de l'humain sur la vie de la société et de la Terre. Et en fait, on est dans le Capitalocène. Et je pense qu'il faut quand même, là, avoir cette lucidité, encore une fois, dans laquelle on doit réfléchir à l'autre. Dans le cadre de la Fondation des Transitions, vous pourrez aller voir ça, et on a travaillé avec un programme qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, sur la question de, finalement, de créer de la solidarité. Je crois que le mot aussi, dans notre affaire, de la donnée partagée aussi, c'est un levier de la solidarité nouvelle à inventer. Et je crois il y a des valeurs qu'on partage, et ces valeurs, on va essayer finalement, elles sont celles héritées de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est quand même ça qui nous mène. Merci Richard. Juste pour revenir sur le principe de subsidiarité et d'architecture, je pose la question sur l'architecture numérique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on parle de numérique, c'est parce qu'il y a une architecture numérique. Et on voit que cette architecture, elle est très centralisée. Tu en as parlé, Mathieu. Je vous pose la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir une architecture décentralisée qui part, puisque tu as parlé de cercle, qui part de nous et qui s'étend de manière neuronale et non pas, effectivement, de manière pyramidale. C'est fondamental. Et à partir du moment où on a compris ça, effectivement, on va se dire, si on part du plus petit vers le plus grand, on va repenser l'organisation de notre société. Et on va forcément, nécessairement, logiquement, arriver à de nouvelles organisations sociales pour gérer cette confidentialité, cette souveraineté de la donnée. En 1789, c'était quoi aussi? C'était la fin du tiers-État. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas nécessité de repenser de telles organisations autour de la gouvernance de la donnée? C'est une question. Mais je pense que cette question, elle va être posée durant ces 2 journées. Et ce qui pourrait être le commun, justement, c'est cette infrastructure. C'est de dire on va vers une nouvelle infrastructure de la donnée, et cette infrastructure doit appartenir aux fournisseurs, aux gens qui produisent cette donnée, aux producteurs de cette donnée. Donc c'est ça le commun en fait, c'est cette infrastructure qui va pouvoir générer des externalités positives, des bienfaits en tout genre ou des avantages économiques. Eh bien cette infrastructure, on peut se l'approprier. Et je pense que c'est la capacité des communs à coexister avec des formes instituées et ne pas laisser l'État seul, mais aussi ou des entreprises, et surtout retravailler avec l'État ces nouvelles gouvernances au centre. Sauvé par le gong, merci. Oui, d'abord, bravo pour Nice. Non, ça va pas être long, c'est une question. Bravo pour votre initiative. Moi, je m'interroge quand même sur l'immensité des efforts à fournir pour aller vers où on va, qui me paraît tout à fait sain, tout à fait légitime et nécessaire. Sur la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité dans l'économie nationale ou internationale qui ont davantage d'influence que d'autres et sur lesquels il faudrait travailler en priorité pour avancer, donner le maximum de chances de succès? J'ai un début de réponse, mais j'aimerais avoir votre avis. Tout le secteur lié à l'immobilier, au cadre de vie, au territoire, je pense
c'est mon vécu et un peu mon analyse de la chose, ce secteur-là génère énormément de data et il est au niveau des usagers. Il y a plein de professionnels impliqués dans toutes ces filières. Si j'avais à recommander un secteur sur lequel peser en premier lieu pour entraîner les autres, pour moi, ça serait sur ce que j'appelle immobilier, cadre de vie, territoire et tutti quanti. Merci. Merci Patrick, tu as complètement raison. De toute façon, cette démarche, elle doit s'accompagner de verticale. Et on doit effectivement trouver des secteurs pour qu'effectivement on puisse sensibiliser l'ensemble des citoyens. La DG Forêt C, juste la DG Forêt C, elle est multisectorielle. On a plusieurs secteurs, l'énergie et l'eau, non, l'énergie et carbone, parce que c'est vital. Vous verrez, demain, on va parler des communautés locales d'énergie. Et là, c'est vraiment du concret. Et on va bien voir que ça ne peut marcher que si il y a une gouvernance des données énergétiques. Sinon, ça sera le citoyen consommateur d'énergie sera laissé de côté et il ne sera pas impliqué dans cette boucle locale. Pareil pour l'eau. Pareil pour le bâtiment et les espaces. Tu as complètement raison. Les bâtiments et les espaces, c'est effectivement un secteur. Il y a aussi les territoires, les villes et les communs. On a parlé. Moi, tu parlais de nombre de données. Aujourd'hui, c'est la santé dans le monde qui transmet le plus de données. C'est 50% des données qui sont traitées dans le monde. Et la santé, effectivement, fait partie de nos priorités. La mobilité aussi. On voit bien qu'aujourd'hui, en tant qu'élu dans ma commune et élu aussi à la métropole, du coup, on voit bien qu'on a un vrai problème d'accès aux données de mobilité et qu'on ne peut pas avoir de politique publique en termes de mobilité si on n'a pas accès à ces données. Donc en fait, tu as complètement raison. Il faut effectivement ancrer notre discours au terrain et à la vie quotidienne, à des sujets qui sont majeurs. Emmanuel. Je compléterai sur la question qui est très intéressante, enfin, qui est plus une constatation qu'une question d'ailleurs, de dire on a énormément de données dans le secteur immobilier, dans le secteur des territoires, et justement on est quasiment dans le cas inverse, c'est-à-dire cette donnée est silotée, fragmentée et pas exploitée. Et là, on voit bien l'importance de reprendre la main sur la gouvernance de la donnée et que finalement, dans tout ce qui a pu être dit, c'est un problème de contrat, de smart contract. On en parlait. Il y a on a des éminents représentants du droit ici, éminentes représentants du droit. Elles en parleraient mieux que moi. Mais finalement, quand je disais tout à l'heure, il faut révoquer. En fait, c'est sous-entendu. Il faut une clarté du contrat. J'ai donné un consentement, mais sur quoi exactement? Et dans le monde du bâtiment, qui est excessivement fragmenté, c'est un des focus que l'on a, nous, sur OpenCaps, effectivement, comment on retrouve un partage des données qui va permettre, effectivement, de générer de la valeur d'une part, et puis surtout, une mise en commun des choses. Et d'appliquer tous les acteurs. Voilà. Et cette mise en commun, donc, collective, elle est essentielle, et aujourd'hui, on n'a pas les outils. Donc, on est exactement dans les cas inverses de certains exemples qui sont donnés sur les méchants GAFA, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut le présenter, mais il y a des gens qui ont su exploiter les choses, plus ou moins à notre insu, et il y a d'autres secteurs qui, au contraire, sont en retard. Essayons de rééquilibrer et recréons de la valeur là où, pour l'instant, elle l'est pas, parce que, justement, sur peut-être un réflexe trop protectionniste, eh ben, finalement, on a exactement l'inverse de ce que l'on souhaitait. On a une fragmentation et une non-utilisation d'une connaissance importante. Merci encore. Et rendez-vous à la prochaine conférence qui va s'enchaîner dans la foulée. Merci vraiment sur la maîtrise, sur la numérisation des bâtiments et des villes, un prérequis à leur transition environnementale. Donc on répond bien à la question de Patrick Pontier. On y va. Ah.